Chapitre 30. Sir William ne demeura qu'une semaine à Hunsford, mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée et qu'elle avait un mari et une voisine comme on en rencontre peu souvent. Tant que dura le séjour de Sir William, M. Collins consacra toutes ses matinées à le promener en cabriolet pour lui montrer les environs. Après son départ, chacun retourna à ses occupations habituelles, et Élisabeth fut heureuse de constater que ce changement ne leur imposait pas davantage la compagnie de son cousin. Il employait la plus grande partie de ses journées à lire, à écrire, ou à regarder par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la route. La pièce où se réunissaient les dames était située à l'arrière de la maison. Élisabeth s'était souvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas se tenir dans la salle à manger, pièce plus grande et plus agréable, mais elle devina bientôt la raison de cet arrangement. M. Collins aurait certainement passé moins de temps dans son bureau si l'appartement de sa femme avait présenté les mêmes agréments que le sien. Du salon, on n'apercevait pas la route. C'est donc par M. Collins que ces dames apprenaient combien de voitures étaient passées et surtout s'il avait aperçu Miss de Bourgh dans son phaéton, chose dont il ne manquait jamais de venir les avertir, bien que cela arrivât presque journellement. Miss de Bourgh s'arrêtait assez souvent devant le presbytère et causait quelques minutes avec Charlotte, mais d'ordinaire sans descendre de voiture. De temps en temps, Lady Catherine elle-même venait honorer le presbytère de sa visite. Alors, son regard observateur ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'intéressait aux occupations de chacun, examinait le travail des jeunes filles, leur conseillait de s'y prendre d'une façon différente, critiquait l'arrangement du mobilier, relevait les négligences de la domestique et ne semblait accepter la collation qui lui était offerte que pour pouvoir déclarer à Madame Collins que sa table était trop abondamment servie pour le nombre de ses convives. Élisabeth s'aperçut vite que, sans faire partie de la justice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôle d'un véritable magistrat dans la paroisse, dont les moindres incidents lui étaient rapportés par M. Collins. Chaque fois que des villageois se montraient querelleurs, mécontents ou disposés à se plaindre de leur pauvreté, vite elle accourait dans le pays, réglait les différends, faisait taire les plaintes et ses admonestations avaient bientôt rétabli l'harmonie, le contentement et la prospérité. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ 2 fois par semaine. À part l'absence de Sir Williams et le fait qu'on n'installait plus qu'une table de jeu, ces réceptions ressemblaient assez exactement à la première. Les autres invitations étaient rares, la société du voisinage, en général, menant un train qui n'était pas à la portée des Collins. Élisabeth ne le regrettait pas, et somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elle avait avec Charlotte de bonnes heures de causerie, et, la température étant très belle pour la saison, elle prenait grand plaisir à se promener. Son but favori était un petit bois qui longeait un des côtés du parc, et elle s'y rendait souvent pendant que ses cousins allaient faire visite à Rosings. Elle y avait découvert un délicieux sentier ombragé que personne ne paraissait rechercher, et où elle se sentait à l'abri des curiosités indiscrètes de Lady Catherine. Ainsi s'écoula paisiblement la première quinzaine de son séjour à Hunsford. Pâques approchait, et la semaine sainte devait ajouter un appoint important à la société de Rosings. Peu après son arrivée, Élisabeth avait entendu dire que M. Darcy était attendu dans quelques semaines. Et bien que peu de personnes dans ses relations lui fussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins que sa présence donnerait un peu d'intérêt aux réceptions de Rosings. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley en observant la conduite de M. Darcy à l'égard de sa cousine, à qui Lady Catherine le destinait certainement. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlé de lui en termes de la plus haute estime, et avait paru presque désappointée de découvrir que son neveu n'était pas un inconnu pour Miss Lucas et pour Élisabeth. Son arrivée fut tout de suite connue au presbytère, car M. Collins passa toute la matinée à se promener en vue de l'entrée du château, afin d'en être le premier témoin.
Après avoir fait un profond salut du côté de la voiture qui franchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grande nouvelle. Le lendemain matin, il se hâta d'aller à Rosings offrir ses hommages et trouva 2 neveux de Lady Catherine pour les recevoir, car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin, fils cadet de Lord. Et la surprise fut grande au presbytère quand on vit revenir M. Collins en compagnie des 2 jeunes gens. Du bureau de son mari, Charlotte les vit traverser la route et courut annoncer aux jeunes filles l'honneur qui leur était fait. « Élisa, c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais M. Darcy n'aurait été aussi pressé de venir me présenter ses hommages. » Élisabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit, et un instant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam, qui paraissait une 30aine d'années, n'était pas un bel homme, mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Monsieur Darcy était tel qu'on l'avait vu en Hertfordshire. Il présenta ses compliments à Madame Collins avec sa réserve habituelle, et quels que fussent ses sentiments à l'égard de son amie, s'inclina devant elle d'un air parfaitement impassible. Élisabeth, sans mot dire, répondit par une révérence. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde, mais son cousin, après une brève remarque adressée à Madame Collins sur l'agrément de sa maison, resta quelque temps sans parler. À la fin, il sortit de son mutisme et s'enquit auprès d'Élisabeth de la santé des siens. Elle répondit que tout allait bien. Puis, après une courte pause, ajouta « Ma sœur aînée vient de passer 3 mois à Londres. Vous ne l'avez pas rencontrée ?» Elle était parfaitement sûre du contraire, mais voulait voir s'il laisserait deviner qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle crut surprendre un peu d'embarras dans la manière dont il répondit, qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer Miss Bennet. Le sujet fut abandonné aussitôt, et au bout de quelques instants, les 2 jeunes gens prirent congé. Chapitre 31. Les habitants du presbytère goûtèrent beaucoup les manières du colonel Fitzwilliam, et les dames, en particulier, eurent l'impression que sa présence ajouterait beaucoup à l'intérêt des réceptions de Lady Catherine. Plusieurs jours s'écoulèrent cependant sans amener de nouvelles invitations. La présence des visiteurs au château rendait les Collins moins nécessaires, et ce fut seulement le jour de Pâques, à la sortie de l'office, qu'ils furent priés d'aller passer la soirée à Rosings. De toute la semaine précédente, ils avaient très peu vu Lady Catherine et sa fille. Le colonel Fitzwilliam était entré plusieurs fois au presbytère, mais on n'avait aperçu M. Darcy qu'à l'église. L'invitation fut acceptée comme de juste, et à une heure convenable, les Collins et leurs hôtes se joignaient à la société réunie dans le salon de Lady Catherine. Sa grâce les accueillit aimablement, mais il était visible que leur compagnie comptait beaucoup moins pour elle qu'en temps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grande part de son attention, et c'est aux 2 jeunes gens, à Darcy surtout, qu'elle s'adressait de préférence. Le colonel Fitzwilliam marqua beaucoup de satisfaction en voyant arriver les Collins. Tout, à Rosings, lui semblait une heureuse diversion, et la jolie amie de Madame Collins lui avait beaucoup plu. Il s'assit auprès d'elle et se mit à l'entretenir si agréablement du Kent et du Hertfordshire, du plaisir de voyager et de celui de rester chez soi, de musique et de lecture, qu'Élisabeth fut divertie comme jamais encore elle ne l'avait été dans ce salon. Ils causaient avec un tel entrain qu'ils attirèrent l'attention de Lady Catherine. Les yeux de M. Darcy se tournèrent aussitôt de leur côté avec une expression de curiosité. Quant à sa grâce, elle manifesta bientôt le même sentiment en interpellant son neveu. « Hé, Fitzwilliam, de quoi parlez-vous? Que racontez-vous donc à Miss Bennet ?»« Nous parlions musique, madame, dit-il enfin, ne pouvant plus se dispenser de répondre. « Musique? Alors parlez plus haut, ce sujet m'intéresse. Je crois vraiment qu'il y a peu de personnes en Angleterre qui aiment la musique autant que moi, ou l'apprécient avec plus de goût naturel. J'aurais eu sans doute beaucoup de talent si je l'avais apprise.
Anne aussi aurait joué délicieusement si sa santé lui avait permis d'étudier le piano. Et Georgiana, fait-elle beaucoup de progrès ? M. Darcy répondit par un fraternel éloge du talent de sa sœur. Ce que vous m'apprenez là me fait grand plaisir, mais dites-lui bien qu'il lui faut travailler sérieusement si elle veut arriver à quelque chose. Je vous assure, madame, qu'elle n'a pas besoin de ce conseil, car elle étudie avec beaucoup d'ardeur. Tant mieux. Elle ne peut en faire trop, et je le lui redirai moi-même quand je lui écrirai. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes filles, et j'ai dit bien des fois à Miss Bennet qu'elle devrait faire plus d'exercice. Puisqu'il n'y a pas de piano chez madame Collins, elle peut venir tous les jours ici, pour étudier sur celui qui est dans la chambre de madame Jenkinson. Dans cette partie de la maison, elle serait sûre de ne déranger personne. Monsieur Darcy, un peu honteux d'entendre sa tante parler avec si peu de tact, ne souffla mot. Quand on eut pris le café, le colonel Fitzwilliam rappela qu'Élisabeth lui avait promis un peu de musique. Sans se faire prier, elle s'installa devant le piano et il transporta son siège auprès d'elle. Lady Catherine écouta la moitié du morceau et se remit à parler à son autre neveu. Mais celui-ci, au bout d'un moment, la quitta, et s'approchant délibérément du piano, se plaça de façon à bien voir la jolie exécutante. Élisabeth s'en aperçut, et le morceau terminé, lui dit en plaisantant « Vous voudriez m'intimider, monsieur Darcy, en venant m'écouter avec cet air sérieux. Mais bien que vous ayez une sœur qui joue avec tant de talent, je ne me laisserai pas troubler. Il y a chez moi une obstination dont on ne peut facilement avoir raison. Chaque essai d'intimidation ne fait qu'affermir mon courage. » « Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez, dit-il, car vous ne croyez certainement pas que j'ai l'intention de vous intimider, mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous amusez à professer des sentiments qui ne sont pas les vôtres. » Élisabeth rit de bon cœur devant ce portrait d'elle-même et dit au colonel Fitzwilliam « Votre cousin vous donne une jolie opinion de moi, en vous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis. Je n'ai vraiment pas de chance de me retrouver avec quelqu'un si à même de dévoiler mon véritable caractère dans un pays reculé où je pouvais espérer me faire passer pour une personne digne de foi. Réellement, monsieur Darcy, il est peu généreux de révéler ici les défauts que vous avez remarqués chez moi, en Hertfordshire. Et n'est-ce pas aussi un peu imprudent ? Car vous me provoquez à la vengeance, et il peut en résulter des révélations qui risqueraient fort de choquer votre entourage. « Oh, je n'ai pas peur de vous, dit-il en souriant. Dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, je vous en prie, s'écria le colonel Fitzwilliam. J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les étrangers. Eh bien voilà, mais attendez-vous à quelque chose d'affreux. La première fois que j'ai vu M. Darcy, c'était à un bal. Or, que pensez-vous qu'il fit à ce bal ? Il dansa, tout juste 4 fois. Je suis désolée de vous faire de la peine, mais c'est l'exacte vérité. Il n'a dansé que 4 fois, bien que les danseurs fussent peu nombreux, et que plus d'une jeune fille, je le sais pertinemment, dut rester sur sa chaise, faute de cavalier. Pouvez-vous nier ce fait, monsieur Darcy ? Je n'avais pas l'honneur de connaître d'autres dames que celles avec qui j'étais venue à cette soirée. C'est exact, et on ne fait pas de présentation dans une soirée. Alors, colonel, que vais-je vous jouer ? Mes doigts attendent vos ordres. Peut-être, dit Darcy, aurait-il été mieux de chercher à me faire présenter, mais je n'ai pas les qualités nécessaires pour me rendre agréable auprès des personnes étrangères. En demanderons-nous la raison à votre cousine ? Dit Élisabeth, en s'adressant au colonel Fitzwilliam. Lui demanderons-nous pourquoi un homme intelligent et qui a l'habitude du monde n'a pas les qualités nécessaires pour plaire aux étrangers ? Inutile de l'interroger, je puis vous répondre moi-même, dit le colonel. C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. Certes, dit Darcy, je n'ai pas, comme d'autres, le talent de converser avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas me mettre à leur diapason, ni m'intéresser à ce qui les concerne. Mes doigts, répliqua Élisabeth, ne se meuvent pas sur cet instrument avec la maîtrise que l'on remarque chez d'autres pianistes. Ils n'ont pas la même force, ni la même vélocité, et ne traduisent pas les mêmes nuances. Mais j'ai toujours pensé que la faute en était moins à eux qu'à moi, qui n'ai pas pris la peine d'étudier suffisamment pour les assouplir.
Darcy sourit. « Vous avez parfaitement raison, dit-il. Vous avez mieux employé votre temps. Vous faites plaisir à tous ceux qui ont le privilège de vous entendre. Mais comme moi, vous n'aimez pas à vous produire devant les étrangers. » Ici, ils furent interrompus par Lady Catherine qui voulait être mise au courant de leur conversation. Aussitôt, Élisabeth se remit à jouer. Lady Catherine s'approcha, écouta un instant et dit à Darcy « Miss Bennet ne jouerait pas mal si elle étudiait davantage et si elle prenait des leçons avec un professeur de Londres. Elle a un très bon doigté, bien que pour le goût, Anne lui soit supérieure. Anne aurait eu un très joli talent, si sa santé lui avait permis d'étudier. » Élisabeth jeta un coup d'œil vers Darcy pour voir de quelle façon il s'associait à l'éloge de sa cousine. Mais ni à ce moment, ni à un autre, elle ne put discerner le moindre symptôme d'amour. De son attitude à l'égard de Miss de Bourgh, elle recueillit cette consolation pour Miss Bingley. C'est que M. Darcy aurait aussi bien pu l'épouser si elle avait été sa cousine. Lady Catherine continua ses remarques entremêlées de conseils. Élisabeth les écouta avec déférence, et sur la prière des deux jeunes gens, demeura au piano jusqu'au moment où la voiture de sa grâce fut prête à les ramener au presbytère. Chapitre 32. Le lendemain matin, tandis que Madame Collins et Maria faisaient des courses dans le village, Élisabeth, restée seule au salon, écrivait à Jane lorsqu'un coup de sonnette la fit tressaillir. Dans la crainte que ce ne fût Lady Catherine, elle mettait de côté sa lettre inachevée afin d'éviter des questions importunes. Lorsque la porte s'ouvrit et, à sa grande surprise, livra passage à M. Darcy. Il parut étonné de la trouver seule et s'excusa de son indiscrétion en alléguant qu'il avait compris que Madame Collins était chez elle. Puis ils s'assirent et quand Élisabeth eut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silence qui menaçait de se prolonger. Il fallait à tout prix trouver un sujet de conversation. Élisabeth, se rappelant leur dernière rencontre en Hertfordshire, et curieuse de voir ce qu'il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cette remarque. « Vous avez tous quitté Netherfield bien rapidement en novembre dernier, Monsieur Darcy. Monsieur Bingley a dû être agréablement surpris de vous revoir si tôt, car si je m'en souviens bien, il n'était parti que de la veille. Lui et ses sœurs allaient bien, je pense, quand vous avez quitté Londres. »« Fort bien, je vous remercie. » Voyant qu'elle n'obtiendrait pas d'autre réponse, elle reprit au bout d'un moment. « Il me semble avoir compris que M. Bingley n'avait guère l'intention de revenir à Netherfield. Je ne lui ai jamais entendu dire. Je ne serais pas étonnée, cependant, qu'il y passe peu de temps à l'avenir. Il a beaucoup d'amis et se trouve à une époque de l'existence où les obligations mondaines se multiplient. S'il a l'intention de venir si rarement à Netherfield, il vaudrait mieux pour ses voisins qu'il l'abandonne tout à fait. Nous aurions peut-être des chances de voir une famille s'y fixer d'une façon plus stable. Mais peut-être M. Bingley, en prenant cette maison, a-t-il pensé plus à son plaisir qu'à celui des autres, et il règle sans doute ses allées et venues d'après le même principe. »« Je ne serais pas surpris, dit Darcy, de le voir céder Netherfield si une offre sérieuse se présentait. » Élisabeth ne répondit pas. Elle craignait de trop s'étendre sur ce chapitre. Et ne trouvant rien d'autre à dire, elle résolut de laisser à son interlocuteur la peine de chercher un autre sujet. Celui-ci le sentit et reprit bientôt. « Cette maison paraît fort agréable. Lady Catherine, je crois, y a fait faire beaucoup d'aménagements lorsque M. Collins est venu s'installer à Hunsford. »« Je le crois aussi, et ses faveurs ne pouvaient certainement exciter plus de reconnaissance. M. Collins, en se mariant, paraît avoir fait un heureux choix. Certes, oui. Ses amis peuvent se réjouir qu'il soit tombé sur une femme de valeur, capable à la fois de l'épouser et de le rendre heureux. Mon amie a beaucoup de jugement, bien qu'à mon sens son mariage ne soit peut-être pas ce qu'elle a fait de plus sage. Mais elle paraît heureuse, et vue à la lumière de la froide raison, cette union présente beaucoup d'avantages. Elle doit être satisfaite d'être installée à si peu de distance de sa famille et de ses amis. « À si peu de distance, dites-vous ?
Mais il y a près de 50 milles entre Meriton et Hunsford. Qu'est-ce que 50 milles avec de bonnes routes? Guère plus d'une demi-journée de voyage. J'appelle ça une courte distance. Pour moi, s'écria Élisabeth, jamais je n'aurais compté cette courte distance parmi les avantages présentés par le mariage de mon amie. Je ne trouve pas qu'elle soit établie à proximité de sa famille. Ceci prouve votre attachement pour le Hertfordshire. En dehors des environs immédiats de Longbourn, tout pays vous semblerait éloigné sans doute. En parlant ainsi, il eut un léger sourire qu'Élisabeth crut comprendre. Il supposait sans doute qu'elle pensait à Jane et à Netherfield. Aussi, est-ce en rougissant qu'elle répondit. Je ne veux pas dire qu'une jeune femme ne puisse être trop près de sa famille. Les distances sont relatives, et quand un jeune ménage a les moyens de voyager, l'éloignement n'est pas un grand mal. Monsieur et Madame Collins, bien qu'à leur aise, ne le sont pas au point de se permettre de fréquents déplacements, et je suis sûre qu'il faudrait que la distance fût réduite de moitié pour que mon ami s'estimât à proximité de sa famille. Monsieur Darcy rapprocha un peu son siège d'Élisabeth. « Quant à vous, dit-il, il n'est pas possible que vous soyez aussi attachée à votre pays. Sûrement, vous n'avez pas toujours vécu à Longbourn. » Élisabeth eut un air surpris. Monsieur Darcy parut se raviser. Reculant sa chaise, il prit un journal sur la table, y jeta les yeux, et poursuivit d'un ton détaché. « Le Kent vous plaît-il » Suivit alors un court dialogue sur le pays, auquel mit fin l'entrée de Charlotte et de sa sœur, qui revenaient de leur course. Ce tête-à-tête ne fut pas sans les étonner. Darcy raconta comment il avait, par erreur, dérangé Miss Bennet, et après être resté quelques minutes sans dire grand-chose, prit congé et quitta le presbytère. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Charlotte, aussitôt après son départ. « Il doit être amoureux de vous, Élisa, sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite si familièrement. » Mais lorsqu'Élisabeth eut raconté combien Darcy s'était montré taciturne, cette supposition ne parut pas très vraisemblable, et on en vint à cette conclusion. Darcy était venu parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. À cette époque, la chasse était fermée. Dans le château, il y avait bien Lady Catherine, une bibliothèque et un billard, mais des jeunes gens ne peuvent rester enfermés du matin au soir. Que ce fût la proximité du presbytère, l'agrément du chemin qui y conduisait ou des personnes qui l'habitaient, toujours est-il que le colonel Fitzwilliam et M. Darcy en firent dès lors le but presque quotidien de leur promenade. Ils arrivaient à toute heure, tantôt ensemble et tantôt séparément, parfois même accompagnés de leur tante. Il était visible que le colonel Fitzwilliam était attiré par la société des trois jeunes femmes. La satisfaction qu'Élisabeth éprouvait à le voir, aussi bien que l'admiration qu'il laissait paraître pour elle, lui rappelait son ancien favori, George Wickham. Et si, en les comparant, elle trouvait moins de séduction aux manières du colonel Fitzwilliam, elle avait l'impression que, des deux, c'était lui sans doute qui possédait l'esprit le plus cultivé. Mais monsieur Darcy, comment expliquer ses fréquentes apparitions au presbytère ? Ce ne pouvait être par amour de la société. Il lui arrivait souvent de rester 10 minutes sans ouvrir la bouche, et quand il parlait, il semblait que ce fût par nécessité plutôt que par plaisir. Rarement lui voyait-on de l'animation. La façon dont Fitzwilliam le plaisantait sur son mutisme prouvait que, d'habitude, il n'était point aussi taciturne. Madame Collins ne savait qu'en penser. Elle eût aimé se persuader que cette attitude était l'effet de l'amour, et l'objet de cet amour son amie Élisabeth. Pour résoudre ce problème, elle se mit à observer Darcy, à Rosings et à Hunsford, mais sans grand succès. Il regardait certainement beaucoup Élisabeth, mais d'une manière difficile à interpréter. Charlotte se demandait souvent si le regard attentif qu'il attachait sur elle contenait beaucoup d'admiration, et par moments, il lui semblait simplement le regard d'un homme dont l'esprit est ailleurs. Une ou deux fois, Charlotte avait insinué devant son amie que M. Darcy nourrissait peut-être une préférence pour elle. Mais Élisabeth s'était contentée de rire, et Madame Collins avait jugé sage de ne pas insister,
de peur de faire naître des espérances stériles. Pour elle, il ne faisait pas de doute que l'antipathie d'Élisabeth aurait vite fait de s'évanouir, si elle avait pu croire qu'elle eût quelque pouvoir sur le cœur de M. Darcy. Parfois, dans les projets d'avenir qu'elle faisait pour son amie, Charlotte la voyait épousant le colonel Fitzwilliam. Des deux cousins, c'était sans contredit le plus agréable. Il admirait Élisabeth, et sa situation faisait de lui un beau parti. Seulement, pour contrebalancer tous ces avantages, M. Darcy avait une influence considérable dans le monde clérical, tandis que son cousin n'en possédait aucune. Chapitre 33. Plus d'une fois, Élisabeth, en se promenant dans le parc, rencontra M. Darcy à l'improviste. Elle trouvait assez étrange la malchance qui la menait dans un endroit ordinairement si solitaire, et elle eut soin de l'informer que ce coin du parc était sa retraite favorite. Une seconde rencontre, après cet avertissement, était plutôt singulière. Elle eut lieu cependant, et une autre encore. Était-ce pour l'ennuyer ou pour s'imposer à lui-même une pénitence ? Car il ne se contentait point dans ces occasions de lui dire quelques mots de politesse et de poursuivre son chemin, mais paraissait croire nécessaire de l'accompagner dans sa promenade. Il ne se montrait jamais très bavard, et de son côté, Élisabeth ne faisait guère de frais. Au cours de leur troisième rencontre, cependant, elle fut frappée des questions bizarres et sans lien qu'il lui posait sur l'agrément de son séjour à Hunsford, sur son goût pour les promenades solitaires, sur ce qu'elle pensait de la félicité du ménage Collins. Enfin, comme il était question de Rosings et de la disposition intérieure des appartements qu'elle disait ne pas bien connaître, Darcy avait eu l'air de penser que lorsqu'elle reviendrait dans le Kent, elle séjournerait cette fois au château. Voilà du moins ce qu'Élisabeth crut comprendre. Était-ce possible qu'en parlant ainsi, il pensât au colonel Fitzwilliam ? Si ces paroles avaient un sens, il voulait sans doute faire allusion à ce qui pourrait se produire de ce côté. Cette pensée troubla quelque peu Élisabeth, qui fut heureuse de se retrouver seule à l'entrée du presbytère. Un jour, qu'en promenade, elle relisait une lettre de Jane et méditait certains passages qui laissaient deviner la mélancolie de sa sœur, Élisabeth, en levant les yeux, se trouva face à face, non point cette fois avec M. Darcy, mais avec le colonel Fitzwilliam. « Je ne savais pas que vous vous promeniez de ce côté, » dit-elle avec un sourire, en repliant sa lettre. « Je viens de faire le tour complet du parc, comme je le fais généralement à chacun de mes séjours, et je pensais terminer par une visite à Madame Collins. Continuez-vous votre promenade ? » « Non, j'étais sur le point de rentrer. » Ils reprirent ensemble le chemin du presbytère. « Avez-vous toujours le projet de partir samedi prochain ? » ?»« Oui, si Darcy ne remet pas encore notre départ. Je suis ici à sa disposition et il arrange tout à sa guise. » Et si l'arrangement ne le satisfait point, il a toujours eu le plaisir de la décision. Je ne connais personne qui semble goûter plus que M. Darcy le pouvoir d'agir à sa guise. Certes, il aime faire ce qui lui plaît, mais nous en sommes tous là. Il a seulement, pour suivre son inclination, plus de facilité que bien d'autres, parce qu'il est riche et que tout le monde ne l'est pas. Je parle en connaissance de cause. Les cadets de famille, vous le savez, sont habitués à plus de dépendance et de renoncement. Je ne me serais pas imaginé que le fils cadet d'un comte avait de tels maux à supporter. Sérieusement, que connaissez-vous de la dépendance et des renoncements ? Quand le manque d'argent vous a-t-il empêché d'aller où vous vouliez et de vous accorder une fantaisie ? Voilà des questions bien directes. Non, il faut que je vous l'avoue. Je n'ai pas eu à souffrir beaucoup d'ennuis de ce genre. Mais le manque de fortune peut m'exposer à des épreuves plus graves. Les cadets de famille, vous le savez, ne peuvent guère se marier selon leur choix. À moins que leur choix ne se porte sur des héritières, ce qui arrive, je crois, assez fréquemment. Nos habitudes de vie nous rendent trop dépendants, et peu d'hommes de mon rang peuvent se marier sans tenir compte de la fortune. « Cela serait-il pour moi ?» se demanda Élisabeth, que cette idée fit rougir. Mais, se reprenant, elle dit avec enjouement : « Et quel est, s'il vous plaît,
le prix ordinaire du fils cadet d'un comte. À moins que le frère aîné ne soit d'une santé spécialement délicate, vous ne demandez pas, je pense, plus de 50 000 livres. Il lui répondit sur le même ton. Puis, pour rompre un silence qui aurait pu laisser croire qu'elle était affectée de ce qu'il avait dit, Élisabeth reprit bientôt. « J'imagine que votre cousin vous a amené pour le plaisir de sentir près de lui quelqu'un qui soit à son entière disposition. Je m'étonne qu'il ne se marie pas, car le mariage lui assurerait cette commodité d'une façon permanente. Mais peut-être sa sœur lui suffit-elle pour l'instant ? Il doit faire d'elle ce que bon lui semble, puisqu'elle est sous sa seule direction. »« Non, » répliqua le colonel Fitzwilliam, « c'est un avantage qu'il partage avec moi, car nous sommes tous deux co-tuteurs de Miss Darcy. »« Vraiment ? Et dites-moi donc, quelle sorte de tuteur vous faites ? Votre pupille vous donne-t-elle beaucoup de peine ? Les jeunes filles de cet âge sont parfois difficiles à mener, et si c'est une vraie Darcy, elle est sans doute assez indépendante. » Comme elle prononçait ces paroles, elle remarqua que Fitzwilliam la regardait attentivement. Et la façon dont il lui demanda pourquoi elle supposait que la tutelle de Miss Darcy pût lui donner quelque peine convainquit Élisabeth qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, touché la vérité. « N'ayez aucune crainte, » répliqua-t-elle aussitôt. « Je n'ai jamais entendu médire, si peu que ce soit, de votre pupille, et je suis persuadée de sa docilité. 2 dames de ma connaissance ne jurent que par elle, Madame Hurst et Miss Bingley. Il me semble vous avoir entendu dire que vous les connaissiez aussi. »« Je les connais, un peu. Leur frère est un homme aimable et bien élevé, et c'est le grand ami de Darcy. »« Oh, je sais, » dit Élisabeth un peu sèchement. « Monsieur Darcy montre beaucoup de bonté pour Monsieur Bingley, et veille sur lui avec une extraordinaire sollicitude. »« Oui, je crois en effet que Darcy veille sur son ami, qui sous certains rapports a besoin d'être guidé. Une chose qu'il m'a dite en venant ici m'a même fait supposer que Bingley lui doit à ce titre quelque reconnaissance. Mais je parle peut-être un peu vite, car rien ne m'assure que Bingley soit la personne dont il était question. C'est pure conjecture de ma part. » De quoi s'agissait-il ? D'une circonstance dont Darcy désire certainement garder le secret, car s'il devait en revenir quelque chose à la famille intéressée, ce serait fort désobligeant. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Et notez bien que je ne suis pas certain qu'il s'agisse de Bingley. Darcy m'a simplement dit qu'il se félicitait d'avoir sauvé dernièrement un ami du danger d'un mariage imprudent. J'ai supposé que c'était Bingley dont il s'agissait, parce qu'il me semble appartenir à la catégorie des jeunes gens capables d'une étourderie de ce genre. Et aussi parce que je sais que Darcy et lui avaient passé l'été ensemble. Monsieur Darcy vous a-t-il donné les raisons de son intervention ? J'ai compris qu'il y avait contre la jeune fille des objections très sérieuses. Et quels moyens habiles a-t-il employés pour les séparer ? Il ne m'a pas conté ce qu'il avait fait, dit Fitzwilliam en souriant. Il m'a dit seulement ce que je viens de vous répéter. Élisabeth ne répondit pas et continua d'avancer, le cœur gonflé d'indignation. Après l'avoir observée un moment, Fitzwilliam lui demanda pourquoi elle était si songeuse. « Je pense à ce que vous venez de me dire. La conduite de votre cousin m'étonne. Pourquoi s'est-il fait juge en cette affaire ? Vous trouvez son intervention indiscrète ? Je ne vois pas quel droit avait M. Darcy de désapprouver l'inclination de son ami, ni de décider comment celui-ci pouvait trouver le bonheur. Mais, dit-elle en se ressaisissant, comme nous ignorons tous les détails, il n'est pas juste de le condamner. On peut supposer aussi que le sentiment de son ami n'était pas très profond. Cette supposition n'est pas invraisemblable, dit Fitzwilliam, mais elle enlève singulièrement de sa valeur à la victoire de mon cousin. Ce n'était qu'une réflexion plaisante, mais qui parut à Élisabeth peindre très justement M. Darcy. Craignant, si elle poursuivait ce sujet, n'être plus maîtresse d'elle-même, la jeune fille changea brusquement de conversation, et il ne fut plus question que de choses indifférentes jusqu'à l'arrivée au presbytère. Dès que le visiteur fut parti,
Elle eut le loisir de réfléchir longuement à ce qu'elle venait d'entendre. Sur l'identité des personnages, elle ne pouvait avoir de doute. Il n'y avait pas deux hommes sur qui M. Darcy pût avoir une influence aussi considérable. Elizabeth avait toujours supposé qu'il avait dû coopérer au plan suivi pour séparer Bingley de Jane, mais elle en attribuait l'idée principale et la réalisation à Miss Bingley. Cependant, si M. Darcy ne se vantait pas, c'était lui, c'était son orgueil et son caprice qui étaient la cause de tout ce que Jane avait souffert et souffrait encore. Il avait brisé pour un temps tout espoir de bonheur dans le cœur le plus tendre, le plus généreux qui fût, et le mal qu'il avait causé, nul n'en pouvait prévoir la durée. Il y avait des objections sérieuses contre la jeune fille, avait dit le colonel Fitzwilliam. Ces objections étaient sans nul doute qu'elle avait un oncle avoué dans une petite ville et un autre dans le commerce à Londres. À Jane, que pourrait-on reprocher ? Se disait Elizabeth. Jane, le charme et la bonté personnifiée, dont l'esprit est si raisonnable et les manières si séduisantes. Contre mon père non plus, on ne peut rien dire. Malgré son originalité, il a une intelligence que M. Darcy peut ne point dédaigner, et une respectabilité à laquelle lui-même ne parviendra peut-être jamais. À la pensée de sa mère, elle sentit sa confiance s'ébranler. Mais non, ce genre d'objection ne pouvait avoir de poids aux yeux de M. Darcy, dont l'orgueil, elle en était sûre, était plus sensible à l'infériorité du rang qu'au manque de jugement de la famille où voulait entrer son ami. Élisabeth finit par conclure qu'il avait été poussé par une détestable fierté, et sans doute aussi par le désir de conserver Bingley pour sa sœur. L'agitation et les larmes qui furent l'effet de ces réflexions provoquèrent une migraine dont Élisabeth souffrait tellement vers le soir que, sa répugnance à revoir M. Darcy aidant, elle décida de ne pas accompagner ses cousins à Rosings, où ils étaient invités à aller prendre le thé. Madame Collins, voyant qu'elle était réellement souffrante, n'insista pas pour la faire changer d'avis. Mais M. Collins ne lui cacha point qu'il craignait fort que Lady Catherine ne fût mécontente, en voyant qu'elle était restée au logis. Chapitre 34. Comme si elle avait pris à tâche de s'exaspérer encore davantage contre M. Darcy, Élisabeth, une fois seule, se mit à relire les lettres que Jane lui avait écrites depuis son arrivée à Hunsford. Aucune ne contenait de plainte positive, mais toutes trahissaient l'absence de cet enjouement qui était le caractère habituel de son style et qui, procédant de la sérénité d'un esprit toujours en paix avec les autres et avec lui-même, n'avait été que rarement troublé. Élisabeth notait toutes les phrases empreintes de tristesse, avec une attention qu'elle n'avait pas mise à la première lecture. La façon dont M. Darcy se glorifiait de la souffrance par lui infligée augmentait sa compassion pour le chagrin de sa sœur. C'était une consolation de penser que le séjour de M. Darcy à Rosings se terminait le surlendemain. C'en était une autre, et plus grande, de se dire que dans moins de 15 jours, elle serait auprès de Jane et pourrait contribuer à la guérison de son cœur de tout le pouvoir de son affection fraternelle. En songeant au départ de Darcy, elle se rappela que son cousin partait avec lui. Mais le colonel Fitzwilliam avait montré clairement que ses amabilités ne tiraient pas à conséquence, et tout charmant qu'il était, elle n'avait nulle envie de se rendre malheureuse à cause de lui. Elle en était là de ses réflexions lorsque le son de la cloche d'entrée la fit tressaillir. Était-ce par hasard le colonel Fitzwilliam, dont les visites étaient quelquefois assez tardives, qui venait prendre de ses nouvelles ? Un peu troublée par cette idée, elle la repoussa aussitôt et reprenait son calme quand elle vit, avec une extrême surprise, M. Darcy entrer dans la pièce. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé, expliquant sa visite par le désir qu'il avait d'apprendre qu'elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec une politesse pleine de froideur. Il s'assit quelques instants, puis, se relevant, se mit à arpenter la pièce. Élisabeth, saisie d'étonnement, ne disait mot. «
Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et d'un air agité débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Élisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. M. Darcy crut y voir un encouragement et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Il parlait bien, mais il avait en dehors de son amour d'autres sentiments à exprimer, et sur ce chapitre, il ne se montra pas moins éloquent que sur celui de sa passion. La conviction de commettre une mésalliance, les obstacles de famille que son jugement avait toujours opposés à son inclination, tout cela fut détaillé avec une chaleur bien naturelle, si l'on songeait au sacrifice que faisait sa fierté, mais certainement peu propre à plaider sa cause. En dépit de sa profonde antipathie, Élisabeth ne pouvait rester insensible à l'hommage que représentait l'amour d'un homme tel que M. Darcy. Sans que sa résolution en fût ébranlée un instant, elle commença par se sentir peinée du chagrin qu'elle allait lui causer. Mais, irritée par la suite de son discours, sa colère supprima toute compassion, et elle essaya seulement de se dominer pour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu'il aurait terminé. Il conclut, en lui représentant la force d'un sentiment que tous ses efforts n'avaient pas réussi à vaincre, et en exprimant l'espoir qu'elle voudrait bien y répondre en lui accordant sa main. Tandis qu'il prononçait ces paroles, il était facile de voir qu'il ne doutait pas de recevoir une réponse favorable. Il parlait bien de crainte, d'anxiété, mais sa contenance exprimait la sécurité. Rien n'était plus fait pour exaspérer Élisabeth, et dès qu'il eut terminé, elle lui répondit, les joues en feu. En des circonstances comme celle-ci, je crois qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance pour les sentiments dont on vient d'entendre l'aveu. C'est chose naturelle, et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vous remercierais. Mais je ne le puis pas. Je n'ai jamais recherché votre affection, et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d'avoir pu causer de la peine à quelqu'un, mais je l'ai fait sans le vouloir, et cette peine, je l'espère, sera de courte durée. Les sentiments qui, me dites-vous, ont retardé jusqu'ici l'aveu de votre inclination, n'auront pas de peine à en triompher après cette explication. M. Darcy, qui s'appuyait à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Élisabeth, accueillit ces paroles avec autant d'irritation que de surprise. Il pâlit de colère, et son visage refléta le trouble de son esprit. Visiblement, il luttait pour reconquérir son sang-froid, et il n'ouvrit la bouche que lorsqu'il pensa y être parvenu. Cette pause sembla terrible à Élisabeth. Enfin, d'une voix qu'il réussit à maintenir calme, il reprit. Ainsi, c'est là toute la réponse que j'aurai l'honneur de recevoir. Puis-je savoir, du moins, pourquoi vous me repoussez avec des formes que n'atténue aucun effort de politesse? Mais au reste, peu importe. Je pourrais aussi bien vous demander, répliqua Élisabeth, pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté, votre raison, et même le souci de votre réputation. N'est-ce pas là une excuse pour mon impolitesse, si impolitesse il y a? Mais j'ai d'autres sujets d'offense, et vous ne les ignorez pas. Quand vous ne m'auriez pas été indifférent, quand même, j'aurais eu de la sympathie pour vous. Rien au monde n'aurait pu me faire accepter l'homme responsable d'avoir ruiné, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur très aimée. À ces mots, M. Darcy changea de couleur, mais son émotion fut de courte durée, et il ne chercha même pas à interrompre Élisabeth, qui continuait. J'ai toutes les raisons du monde de vous mal juger. Aucun motif ne peut excuser le rôle injuste et peu généreux que vous avez joué en cette circonstance. Vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez été le principal, sinon le seul artisan de cette séparation, que vous avez exposé l'un à la censure du monde pour sa légèreté et l'autre à sa dérision
pour ses espérances déçues, en infligeant à tous deux la peine la plus vive. Elle s'arrêta et vit, non sans indignation, que Darcy l'écoutait avec un air parfaitement insensible. Il avait même, en la regardant, un sourire d'incrédulité affectée. « Nierez-vous l'avoir fait ?» répéta-t-elle. Avec un calme forcé, il répondit. « Je ne cherche nullement à nier que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour séparer mon ami de votre sœur, ni que je me suis réjoui d'y avoir réussi. J'ai été pour Bingley plus raisonnable que pour moi-même. » Élisabeth parut dédaigner cette réflexion aimable, mais le sens ne lui en échappa point, et de plus en plus animée, elle reprit. « Ceci n'est pas la seule raison de mon antipathie. Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J'ai appris à vous connaître par les révélations que m'a faites M. Wickham. Voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet, qu'avez-vous à dire ? Quel acte d'amitié imaginaire pouvez-vous invoquer pour vous défendre, ou de quelle façon pouvez-vous dénaturer les faits pour en donner une version qui vous soit avantageuse ? Vous prenez un intérêt bien vif aux affaires de ce gentleman, dit Darcy, d'un ton moins froid, tandis que son visage s'enflammait. Qui pourrait n'en point éprouver, quand on connaît son infortune ? Son infortune, répéta Darcy d'un ton méprisant. Son infortune est grande en vérité. Et vous en êtes l'auteur. C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté. Pauvreté relative, je le veux bien. C'est vous qui l'avez frustré davantage que vous lui saviez destiner. Vous avez privé toute sa jeunesse de l'indépendance à laquelle il avait droit. Vous avez fait tout cela, et la mention de son infortune n'excite que votre ironie. Alors, s'écria Darcy, arpentant la pièce avec agitation, voilà l'opinion que vous avez de moi. Je vous remercie de me l'avoir dite aussi clairement. Les charges énumérées dans ce réquisitoire, certes, sont accablantes, mais peut-être, dit-il, en suspendant sa marche et en se tournant vers elle, auriez-vous fermé les yeux sur ces offenses si votre amour-propre n'avait pas été froissé par la confession honnête des scrupules qui m'ont longtemps empêché de prendre une décision. Ces accusations amères n'auraient peut-être pas été formulées si, avec plus de diplomatie, j'avais dissimulé mes luttes et vous avez affirmé que j'étais poussé par une inclination pure et sans mélange, par la raison, par le bon sens, par tout enfin. Mais la dissimulation sous n'importe quelle forme m'a toujours fait horreur. Je ne rougis pas d'ailleurs des sentiments que je vous ai exposés. Ils sont justes et naturels. Pouviez-vous vous attendre à ce que je me réjouisse de l'infériorité de votre entourage, ou que je me félicite de nouer des liens de parenté avec des personnes dont la condition sociale est si manifestement au-dessous de la mienne ? La colère d'Élisabeth grandissait de minute en minute. Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elle parvint à se contenir et répondit. « Vous vous trompez, monsieur Darcy. Si vous supposez que le mode de votre déclaration a pu me causer un autre effet que celui-ci, il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. » Il tressaillit, mais la laissa continuer. « Sous quelle forme que ce fût produite votre demande, jamais je n'aurais eu la tentation de l'agréer. » De plus en plus étonné, Darcy la considérait avec une expression mêlée d'incrédulité et de mortification pendant qu'elle poursuivait. « Depuis le commencement, je pourrais dire depuis le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappée par votre fierté, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Il n'y avait pas un mois que je vous connaissais, et déjà je sentais que vous étiez le dernier homme du monde que je consentirais à épouser. Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments, et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps et accepté mes meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur. » Il sortit rapidement sur ces mots, et un instant après, Élisabeth entendait la porte de la maison se refermer sur lui. Le tumulte de son esprit était extrême. Tremblante d'émotion, elle se laissa tomber sur un siège et pleura pendant un long moment.
Toute cette scène lui semblait incroyable. Était-il possible que M. Darcy eût pu être épris d'elle depuis des mois, épris au point de vouloir l'épouser en dépit de toutes les objections qu'il avait opposées au mariage de son ami avec Jane? C'était assez flatteur pour elle d'avoir inspiré inconsciemment un sentiment aussi profond. Mais l'abominable fierté de M. Darcy, la façon dont il avait parlé de M. Wickham, sans essayer d'éteindre la pitié dans le cœur d'Élisabeth, un instant émue par la pensée d'un tel amour. Ces réflexions continuèrent à l'agiter jusqu'au moment où le roulement de la voiture de Lady Catherine se fit entendre. Se sentant incapable d'affronter le regard observateur de Charlotte, elle s'enfuit dans sa chambre. Chapitre 35. À son réveil, Élisabeth retrouva les pensées et les réflexions sur lesquelles elle s'était endormie. Elle ne pouvait revenir de la surprise qu'elle avait éprouvée la veille. Il lui était impossible de penser à autre chose. Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolut de prendre un peu d'exercice après le déjeuner. Elle se dirigeait vers son endroit favori lorsque l'idée que M. Darcy venait parfois de ce côté l'arrêta. Au lieu d'entrer dans le parc, elle suivit le sentier qui l'éloignait de la grande route, tout en longeant la grille. Saisie par le charme de cette matinée printanière, elle s'arrêta à l'une des portes et jeta un coup d'œil dans le parc. L'aspect de la campagne avait beaucoup changé pendant les 5 semaines qu'elle avait passées à Hunsford, et les arbres les plus précoces verdissaient à vue d'œil. Élisabeth allait reprendre sa promenade lorsqu'elle aperçut une silhouette masculine dans le bosquet que formait la lisière du parc. Craignant que ce ne fût M. Darcy, elle se hâta de battre en retraite, mais celui qu'elle voulait éviter était déjà assez près pour la voir, et il fit rapidement quelques pas vers elle, en l'appelant par son nom. Élisabeth fit volte-face et revint vers la porte. M. Darcy y arrivait en même temps qu'elle, et lui tendant une lettre qu'elle prit instinctivement, il lui dit, avec un calme hautain: « Je me promenais par ici depuis quelque temps, dans l'espoir de vous rencontrer. Voulez-vous me faire l'honneur de lire cette lettre ?» Sur quoi, après un léger salut, il rentra dans le parc et fut bientôt hors de vue. Sans en attendre aucune satisfaction, mais avec une vive curiosité, Élisabeth ouvrit l'enveloppe et fut surprise d'y trouver 2 grandes feuilles entièrement couvertes d'une écriture fine et serrée. Elle se mit à lire aussitôt, tout en marchant. La lettre contenait ce qui suit. Rosings, 8 heures du matin. Ne craignez pas, mademoiselle, en ouvrant cette lettre, que j'ai voulu y renouveler l'aveu de mes sentiments et la demande qui vous ont si fort offusqué hier soir. Je n'éprouve pas le moindre désir de vous importuner, non plus que celui de m'abaisser, en revenant sur une démarche que nous ne saurions oublier trop tôt, l'un et l'autre. Je n'aurais pas eu la peine d'écrire cette lettre, ni de vous la lire, si le soin de ma réputation ne l'avait exigé. Vous excuserez donc la liberté que je prends de demander toute votre attention. Ce que je ne saurais attendre de votre sympathie, je crois pouvoir le réclamer de votre justice. Vous m'avez chargé hier de 2 accusations différentes de nature, aussi bien que de gravité. La première de ces accusations, c'est que, sans égard pour les sentiments de l'un et de l'autre, j'avais détaché M. Bingley de votre sœur. La seconde, c'est qu'au mépris de revendications légitimes, au mépris des sentiments d'honneur et d'humanité, j'avais brisé la carrière et ruiné les espérances d'avenir de M. Wickham. Avoir ainsi volontairement et d'un cœur léger rejeté le compagnon de ma jeunesse, le favori de mon père, le jeune homme qui ne pouvait guère compter que sur notre protection et avait été élevé dans l'assurance qu'elle ne lui manquerait pas, témoignerait d'une perversion à laquelle le tort de séparer 2 jeunes gens dont l'affection remontait à peine à quelques semaines ne peut se comparer. Du blâme sévère que vous m'avez si généreusement infligé hier soir, j'espère cependant me faire absoudre lorsque la suite de cette lettre vous aura mis au courant de ce que j'ai fait et des motifs qui m'ont fait agir. Si au cours de cette explication que j'ai le droit de vous donner, je me trouve obligée d'exprimer des sentiments qui vous offensent, croyez bien que je le regrette, mais je ne puis faire autrement, et m'en excuser de nouveau serait superflu.
Je n'étais pas depuis longtemps en Hertfordshire lorsque je m'aperçus avec d'autres que Bingley avait distingué votre sœur entre toutes les jeunes filles du voisinage. Mais c'est seulement le soir du bal de Netherfield que je commençai à craindre que cette inclination ne fût vraiment sérieuse. Ce n'était pas la première fois que je le voyais amoureux. Au bal, pendant que je dansais avec vous, une réflexion de Sir William Lucas me fit comprendre pour la première fois que l'empressement de Bingley auprès de votre sœur avait convaincu tout le monde de leur prochain mariage. Sir William en parlait comme d'un événement dont la date seule était indéterminée. À partir de ce moment, j'observai Bingley de plus près, et je m'aperçus que son inclination pour Miss Bennet dépassait ce que j'avais remarqué jusque-là. J'observai aussi votre sœur. Ses manières étaient ouvertes, joyeuses et engageantes comme toujours, mais sans rien qui dénotât une préférence spéciale, et je demeurai convaincu, après un examen attentif, que si elle accueillait les attentions de mon amie avec plaisir, elle ne les provoquait pas en lui laissant voir qu'elle partageait ses sentiments. Si vous ne vous êtes pas trompé vous-même sur ce point, c'est moi qui dois être dans l'erreur. La connaissance plus intime que vous avez de votre sœur rend cette supposition probable. Dans ce cas, je me suis trouvé lui infliger une souffrance qui légitime votre ressentiment. Mais je n'hésite pas à dire que la sérénité de votre sœur aurait donné à l'observateur le plus vigilant l'impression que, si aimable que fût son caractère, son cœur ne devait pas être facile à toucher. J'étais, je ne le nie pas, désireux de constater son indifférence, mais je puis dire avec sincérité que je n'ai pas l'habitude de laisser influencer mon jugement par mes désirs ou par mes craintes. J'ai cru à l'indifférence de votre sœur pour mon amie, non parce que je souhaitais y croire, mais parce que j'en étais réellement persuadée. Les objections que je faisais à ce mariage n'étaient pas seulement celles dont je vous ai dit hier soir qu'il m'avait fallu, pour les repousser, toute la force d'une passion profonde. Le rang social de la famille dans laquelle il désirait entrer ne pouvait avoir pour mon ami la même importance que pour moi. Mais il y avait d'autres motifs de répugnance, motifs qui se rencontrent à un égal degré dans les deux cas, mais que j'ai pour ma part essayé d'oublier, parce que les inconvénients que je redoutais n'étaient plus immédiatement sous mes yeux. Ces motifs doivent être exposés brièvement. La parenté du côté de votre mère, bien qu'elle fût pour moi un obstacle, n'était rien en comparaison du faible sentiment des convenances trop souvent trahi par elle-même, par vos plus jeunes sœurs, parfois aussi par votre père. Pardonnez-moi, il m'est pénible de vous blesser, mais dans la contrariété que vous éprouvez à entendre blâmer votre entourage, que ce soit pour vous une consolation de penser que ni vous ni votre sœur n'avez jamais donné lieu à la moindre critique de ce genre, et cette louange que tous se plaisent à vous décerner fait singulièrement honneur au caractère et au bon sens de chacune. Je dois dire que ce qui se passa le soir du bal confirma mon jugement et augmenta mon désir de préserver mon ami de ce que je considérais comme une alliance regrettable. Comme vous vous en souvenez, il quitta Netherfield le lendemain, avec l'intention de revenir peu de jours après. Le moment est venu maintenant d'expliquer mon rôle en cette affaire. L'inquiétude de Miss Bingley avait été également éveillée. La similitude de nos impressions fut bientôt découverte, et convaincus tous deux qu'il n'y avait pas de temps à perdre, si nous voulions détacher son frère, nous résolûmes de le rejoindre à Londres, où, à peine arrivé, j'entrepris de faire comprendre à mon ami les inconvénients certains d'un tel choix. Je ne sais à quel point mes représentations auraient ébranlé ou retardé sa détermination. Mais je ne crois pas qu'en fin de compte, elles eussent empêché le mariage, sans l'assurance que je n'hésitais pas à lui donner de l'indifférence de votre sœur. Il avait cru jusque-là qu'elle lui rendait son affection sincèrement, sinon avec une ardeur comparable à la sienne, mais Bingley a beaucoup de modestie naturelle et se fit volontiers à mon jugement plus qu'au sien. Le convaincre qu'il s'était trompé ne fut pas chose difficile. Le persuader ensuite de ne pas retourner à Netherfield fut l'affaire d'un instant. Je ne puis me reprocher d'avoir agi de la sorte, mais il y a autre chose dans ma conduite en cette affaire qui me cause moins de satisfaction.
c'est d'avoir consenti à des mesures ayant pour objet de laisser ignorer à mon ami la présence de votre sœur à Londres. J'en étais instruit moi-même, aussi bien que Miss Bingley, mais son frère n'en a jamais rien su. Ses sentiments ne me semblaient pas encore assez calmés pour qu'il pût risquer sans danger de la revoir. Peut-être cette dissimulation n'était-elle pas digne de moi. En tout cas, la chose est faite, et j'ai agi avec les meilleures intentions. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet, pas d'autres explications à offrir. Si j'ai causé de la peine à votre sœur, je l'ai fait sans me douter. Et les motifs de ma conduite, qui doivent naturellement vous sembler insuffisants, n'ont pas perdu à mes yeux leur valeur. Quant à l'accusation plus grave d'avoir fait tort à M. Wickham, je ne puis la réfuter qu'en mettant sous vos yeux le récit de ses relations avec ma famille. J'ignore ce dont il m'a particulièrement accusé, mais de la vérité de ce qui va suivre, je puis citer plusieurs témoins dont la bonne foi est incontestable. M. Wickham est le fils d'un homme extrêmement respectable, qui, pendant de longues années, eut à régir tout le domaine de Pemberley. En reconnaissance du dévouement qu'il apporta dans l'accomplissement de cette tâche, mon père s'occupa avec une bienveillance sans bornes de George Wickham, qui était son filleul. Il se chargea des frais de son éducation au collège et à Cambridge, aide inappréciable pour M. Wickham, qui, toujours dans la gêne par suite de l'extravagance de sa femme, se trouvait dans l'impossibilité de faire donner à son fils l'éducation d'un gentleman. Mon père, non seulement aimait la société de ce jeune homme, dont les manières ont toujours été séduisantes, mais l'avait en haute estime. Il souhaitait le voir embrasser la carrière ecclésiastique et se promettait d'aider à son avancement. Pour moi, il y a fort longtemps que j'avais commencé à le juger d'une façon différente. Les dispositions vicieuses et le manque de principe qu'il prenait soin de dissimuler à son bienfaiteur ne pouvaient échapper à un jeune homme du même âge ayant l'occasion, qui manquait à mon père, de le voir dans des moments où il s'abandonnait à sa nature. Me voilà de nouveau dans l'obligation de vous faire de la peine. En quelle mesure, je ne sais. Le soupçon qui m'est venu sur la nature des sentiments que vous a inspiré George Wickham ne doit pas m'empêcher de vous dévoiler son véritable caractère, et me donne même une raison de plus de vous en instruire. Mon excellent père mourut il y a 5 ans, et, jusqu'à la fin, son affection pour George Wickham ne se démentit point. Dans son testament, il me recommandait tout particulièrement de favoriser l'avancement de son protégé dans la carrière de son choix, et, au cas où celui-ci entrerait dans les ordres, de le faire bénéficier d'une cure importante, qui est un bien de famille, aussitôt que les circonstances la rendraient vacante. Il lui laissait de plus un legs de 1000 livres. Le père de M. Wickham ne survécut pas longtemps au mien, et dans les 6 mois qui suivirent ces événements, George Wickham m'écrivit pour me dire qu'il avait finalement décidé de ne pas entrer dans les ordres. En conséquence, il espérait que je trouverais naturel son désir de voir transformer en un avantage pécuniaire la promesse du bénéfice ecclésiastique faite par mon père. « Je me propose, ajoutait-il, de faire mes études de droit, et vous devez vous rendre compte que la rente de 1000 livres sterling est insuffisante pour me faire vivre. » J'aurais aimé à le croire sincère. En tout cas, j'étais prête à accueillir sa demande, car je savais pertinemment qu'il n'était pas fait pour être clergyman. L'affaire fut donc rapidement conclue. En échange d'une somme de 3000 livres, M. Wickham abandonnait toute prétention à se faire assister dans la carrière ecclésiastique, dût-il jamais y entrer. Il semblait maintenant que toute relation dût être rompue entre nous. Je ne l'estimais pas assez pour l'inviter à Pemberley, non plus que pour le fréquenter à Londres. C'est là, je crois, qu'il vivait surtout, mais ses études de droit n'étaient qu'un simple prétexte. Libre maintenant de toute contrainte, il menait une existence de paresse et de dissipation. Pendant 3 ans, c'est à peine si j'entendis parler de lui. Mais au bout de ce temps, la cure qui, jadis, lui avait été destinée, se trouvant vacante par suite de la mort de son titulaire, il m'écrivit de nouveau pour me demander de la lui réserver. Sa situation, me disait-il, et je n'avais nulle peine à le croire, était des plus gênées. Il avait reconnu que le droit était une carrière sans avenir, et si je consentais à lui accorder le bénéfice en question, il était maintenant fermement résolu à se faire ordonner.
Mon assentiment lui semblait indubitable, car il savait que je n'avais pas d'autre candidat qui m'intéressât spécialement, et je ne pouvais certainement avoir oublié le vœu de mon père à ce sujet. J'opposai à cette demande un refus formel. Vous ne m'en blâmerez pas, je pense, non plus que d'avoir résisté à toutes les tentations du même genre qui suivirent. Son ressentiment fut égal à la détresse de sa situation, et je suis persuadée qu'il s'est montré aussi violent dans les propos qu'il vous a tenus sur moi que dans les reproches que j'ai reçus de lui à cette époque. Après quoi, tout rapport cessèrent entre nous. Comment vécut-il ? Je l'ignore, mais l'été dernier, je le retrouvai sur mon chemin dans une circonstance extrêmement pénible que je voudrais oublier, et que seule cette explication me décide à vous dévoiler. Ainsi prévenu, je ne doute pas de votre discrétion. Ma sœur, dont je suis l'aînée de plus de 10 ans, a été placée sous une double tutelle, la mienne et celle du neveu de ma mère, le colonel Fitzwilliam. Il y a 1 an environ, je la retirai de pension et l'installai à Londres. Quand vint l'été, elle partit pour Ramsgate avec sa dame de compagnie. À Ramsgate se rendit aussi M. Wickham, et certainement à dessein, car on découvrit ensuite qu'il avait des relations antérieures avec Madame Yange, la dame de compagnie, sur l'honorabilité de laquelle nous avions été indignement trompés. Grâce à sa connivence et à son aide, il arriva si bien à toucher Georgiana, dont l'âme affectueuse avait gardé un bon souvenir de son grand camarade d'enfance, qu'elle finit par se croire éprise, au point d'accepter de s'enfuir avec lui. Son âge, 15 ans à peine, est sa meilleure excuse, et maintenant que je vous ai fait connaître son projet insensé, je me hâte d'ajouter que c'est à elle-même que je dus d'en être avertie. J'arrivai à l'improviste 1 jour ou 2 avant l'enlèvement projeté, et Georgiana, incapable de supporter l'idée d'offenser un frère qu'elle respecte presque à l'égal d'un père, me confessa tout. Vous pouvez imaginer ce que je ressentis alors, et quelle conduite j'adoptai. Le souci de la réputation de ma sœur et la crainte de heurter sa sensibilité interdisaient tout éclat. Mais j'écrivis à M. Wickham qui quitta les lieux immédiatement, et Mme Yange, bien entendu, fut renvoyée sur le champ. Le but principal de M. Wickham était sans doute de capter la fortune de ma sœur, qui a de 30 000 livres. Mais je ne puis m'empêcher de croire que le désir de se venger de moi était aussi pour lui un puissant mobile. En vérité, sa vengeance eût été complète. Voilà, mademoiselle, le fidèle récit des événements auxquels nous nous sommes trouvés mêlés l'un et l'autre. Si vous voulez bien le croire exactement conforme à la vérité, je pense que vous m'absoudrez du reproche de cruauté à l'égard de M. Wickham. J'ignore de quelle manière, par quel mensonge, il a pu vous tromper. Ignorante comme vous l'étiez de tout ce qui nous concernait, ce n'est pas très surprenant qu'il y ait réussi. Vous n'aviez pas les éléments nécessaires pour vous éclairer sur son compte, et rien ne vous disposait à la défiance. Vous vous demanderez sans doute pourquoi je ne vous ai pas dit tout cela hier soir. Je ne me sentais pas assez maître de moi pour juger ce que je pouvais ou devais vous révéler. Quant à l'exactitude des faits qui précèdent, je puis en appeler plus spécialement au témoignage du colonel Fitzwilliam, qui du fait de notre parenté, de nos rapports intimes, et plus encore, de sa qualité d'exécuteur du testament de mon père, a été forcément mis au courant des moindres détails. Si l'horreur que je vous inspire devait enlever à vos yeux toute valeur à mes assertions, rien ne peut vous empêcher de vous renseigner auprès de mon cousin. C'est pour vous en donner la possibilité que j'essaierai de mettre cette lettre entre vos mains dans le courant de la matinée. Je n'ajoute qu'un mot. Dieu vous garde. Fitzwilliam Darcy.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Pour ceux qui notent sur Goodreads ou ailleurs, on est à 53% du livre. On vient de lire 6 chapitres, donc du 30 au 35 inclus. Eh bien, vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. Donc, Élisabeth est demandée en mariage pour la 2e fois. Et c'est aussi une demande en mariage qui est plutôt catastrophique. Mais on va reprendre tranquillement. Parce que Darcy devient très présent dans le quotidien de... Une fois que Darcy revient de, je sais pas où il était, de Londres, il devient très présent dans le quotidien d'Élisabeth. Au point que Charlotte commence à se dire il se passe pas quelque chose là? Pourquoi elle voit rien? Ça serait quand même un super mariage pour Élisabeth. On est d'accord. Parce que si la frangine, la Georgiana, elle a une rente de 30 000 livres, combien il a lui? Le fait qu'il y ait beaucoup de discours indirects libres, donc les paroles qui sont non mises en dialogue mais qui sont racontées, ça casse un petit peu, je trouve, le dynamisme en fait de leur dialogue. Et je trouve que, bon, je n'ai toujours vu que le film de 2005 avec Keira Knightley et l'autre beau gosse britannique, mais il y a quand même pas mal de punchlines avec évidemment les formes de l'époque, mais en fait Élisabeth, elle avait toutes les raisons d'en vouloir à Darcy, même si les raisons étaient en partie pas valables parce qu'elle n'avait pas tous les éléments, mais comme lui n'avait pas non plus tous les éléments. Donc, alors le truc, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, quand Darcy se rapproche d'Élisabeth, qui va auprès d'elle quand elle joue du piano et qu'elle discute avec son cousin Fitzwilliam, le colonel. Tout le monde s'appelle Fitzwilliam dans cette famille, on dirait. Pardon, je fais du bruit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lady Catherine, elle arrive et moi j'ai l'impression qu'elle surveille. Qu'elle doit se dire, il se passe quoi là? Parce que la fille là qui est un peu... qui est un petit peu feignante, qui aurait peut-être pu bosser un peu son piano, mon neveu se rapproche quand même pas mal d'elle. C'est inquiétant ça, parce que mon neveu, il est supposé épouser ma fille, qui est souffreteuse, la pauvre. Donc il y a ça qui se joue. Il y a le colonel Fitzwilliam qui paraît pouvoir, dans l'avenir, un peu temporiser puis apporter des réponses complémentaires à Élisabeth. Et le truc que je trouve vraiment super savoureux dans la relation entre Élisabeth et Darcy, c'est qu'au final, ce titre, l'orgueil et préjugé. Mais l'orgueil, il n'est pas que du côté de Darcy, et les préjugés non plus. Les deux se sont complètement plantés en fait. Enfin, Élisabeth, si vous voulez, elle a le côté quand même un peu trop curieux, indiscret. C'est pas forcément aller chercher les commérages ou des trucs comme ça. Mais elle demande des comptes à un gars qu'elle connaît à peine, qui aurait nui à un autre gars qu'elle aime bien. Je résume bien, hein. Qu'elle aime bien, mais en fait, elle s'était rendue compte que oui, bon, j'ai peut-être eu un petit béguin, mais c'est passé... Enfin, c'était rien de bien conséquent, sa relation avec Wickham. Et là, ce qui fait que elle se retrouve avec deux versions. Avec la version de Wickham sur oui, alors Darcy, il m'a retiré ma cure, il n'a pas respecté les dernières volontés de son père, je suis pauvre à cause de lui, en résumé. Et de l'autre côté, Darcy qui dit Wickham, c'est un séducteur, c'est un manipulateur, c'est un mec qui a une vie dissolue, il a tout dépensé sa rente, du coup il est venu pleurer, donc je lui ai refilé des sous. Il voulait pas se mettre dans les ordres et compagnie. Et en plus, il a essayé de ravir ma petite sœur qui n'avait que 15 ans. Qui croire?
Darcy peut tout à fait mentir aussi pour avoir le beau rôle. Euh, les éléments qu'elle a, Elisabeth, c'est que les deux peuvent pas se blairer, mais je sais pas, c'est particulier. C'est particulier. Et si Wickham n'a pas essayé d'épouser, enfin de demander un mariage à Elisabeth, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas d'argent. Ils n'ont pas une grosse dot. Pour que ce soit équilibré, est-ce qu'il faut que les gens qui ont de l'argent se marient ensemble et ceux qui en ont moins ensemble aussi? Ou est-ce que des fois il peut y avoir des histoires d'ascension sociale? Je ne sais pas si ça se faisait beaucoup, hein, les histoires d'ascension sociale. D'ascension sociale, pardon. Mais je trouve qu'il y a pas mal d'éléments qui sont pas mal là-dedans. Je me demande d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le Orgueil et Préjugés de 2005, est-ce que c'est la scène qui se déroulait sous la pluie? Oui, c'est complètement la scène qui se déroulait sous la pluie. Si je vous la trouve sur YouTube, je vous mettrai un lien. Ça sera sans doute en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres. Il me semble que quand vous lancez la vidéo, vous avez lecture, vous pouvez passer à la vidéo suivante, vous avez le son. Et à un moment, il y a un truc qui ressemble à un petit bloc de texte, un petit carré avec des traits dedans, qui ressemble à un bloc de texte. Là, vous pouvez activer les sous-titres. Normalement, il y en a... ça sera pas forcément du... Je pense que c'est du sous-titre automatique que vous pouvez avoir en anglais ou en français si la vidéo le prévoit. Et comment dire, enfin là, vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez. Mais les sous-titres ne sont pas forcément tout à fait ce qui se dit parce que c'est automatique, c'est une machine qui le fait. Mais bref, vous croyez qui? Vous croyez Wickham ou vous croyez Darcy? Parce que Darcy, on peut aussi tout à fait se dire que on l'accuse de... Moi, je reste juste pour le moment sur l'histoire avec Wickham. Darcy peut se donner aussi le beau rôle parce qu'il a envie d'épouser Elisabeth pour remonter dans son estime en disant bah non mais c'est pas ma faute, c'est l'autre, c'est Wickham le méchant. On peut penser ça aussi. Il y a forcément un manipulateur dans l'affaire. Qui ça? Je ne dis rien. Et par contre, c'est vachement subtil au final cette lettre, parce que je crois que de mémoire, ça se faisait pas comme ça dans l'adaptation de 2005. C'était sous forme de dialogue, et je pense bien qu'il y avait une lettre ensuite, je sais plus. Oui, il y avait une lettre ensuite. Mais le dialogue était plus retranscrit, et je pense que c'était la scène sous la pluie. Où en gros, Elisabeth disait que sa sœur n'est pas démonstrative parce qu'elle est réservée. Et c'est pour ça que Darcy pensait que Jane n'avait pas de sentiment pour Bingley. Et Bingley, il est jeune aussi. Je pense qu'il est plus jeune. C'est un brave gars, entre guillemets. Il est gentil. C'est peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir, comme on dit. Mais non, je pense qu'il est très naïf et qu'il est facilement manipulable, Bingley. Alors que je pense que Jane, elle voit tout le monde gentil, elle voit le bon dans les gens, mais je suis pas sûre qu'elle se fasse facilement rouler. Jane, je suis pas sûre. Je pense qu'elle a quand même assez de recul, alors que Bingley, pas forcément. Bingley, Bingley, il est manipulable par son ami, par Darcy. J'ai pas l'impression que les sœurs aient plus d'influence sur lui que ça. Mais bref, au moins, le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est au niveau de ce dialogue-là, donc avant les révélations avec la lettre, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a une tension entre Elisabeth et Darcy, parce qu'ils se mettent en colère, et puis faire sortir Darcy de ses gonds, c'est un bloc de marbre ce mec. Elisabeth, je pense que ça démarre plus, elle est entière, elle est peut-être un peu plus jeune aussi, je pense. Je pense pas que Darcy ait une trentaine d'années, mais Elisabeth, elle a 20 ans. Peut-être que Darcy, il en a plus 25. Peut-être un peu plus quand même. Ouais, 26-27, parce que Georgiana, elle avait 15 ans quand Wickham a essayé de l'enlever, d'après la lettre.
Donc voilà. Alors, avec ce beau sac de nœuds, qu'est-ce que vous avez tiré comme fil et qui c'est que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse se passer par la suite? Parce que Charlotte, elle a remarqué des trucs. Je pense qu'il y a un vrai attachement, je pense que Darcy, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et je pense qu'Elisabeth, qui n'a pas plus que ça d'expérience, on va dire, de séduction, d'expérience amoureuse, elle n'a rien vu. Je pense clairement, hein, parce que je pense tout à fait aussi que Darcy ne se serait pas du tout, entre guillemets, abaissée à se déclarer ainsi pour une femme qui lui fout la honte, en gros, parce que les frangines, à part Jane, lui foutent de la honte. Le père, il est un petit peu original, donc il peut foutre de la honte aussi. La mère, surtout, qui n'a pas une naissance très bleue, très noble, elle fout la honte. En plus, elle est pauvre. Je pense clairement que s'il n'y avait pas un véritable attachement pour Elisabeth, Darcy ne se serait jamais déclaré. Et se déclarer, là on est sur l'amour pour la vie, hein, à cette époque-là. Bon, même s'il vivait un petit peu plus... Il vivait plus jeune, je pense. Enfin, il mourait plus jeune. Il y avait l'espérance de vie qui était certainement un peu moins longue. Quoique, dans la noblesse, ils avaient des médecins, ils avaient un meilleur niveau de vie, ils mangeaient mieux. Ils étaient abrités. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors moi, le truc qui est chouette, c'est que là, c'est une troisième relecture. Il y a eu une première lecture papier, il y a eu une lecture audio, c'est une troisième relecture. J'ai vu 2-3 fois aussi le film Orgueil et Préjugés. Apparemment, Orgueil et Préjugés de 2005, il est un peu moins apprécié par les fans du bouquin parce qu'il prend plus de liberté, il fait peut-être plus de raccourcis, entre guillemets, que l'adaptation de 1995, où je me suis trompée. L'adaptation de 95 avec Colin Firth, c'est pas un film, c'est une série. Donc là, ils avaient le temps de tout développer. Mais j'ai envie de la regarder celle-là aussi, il faut que je la chope. Voilà, je m'arrête parce que là, il est tard, j'ai quand même lu pas mal. À tout bientôt, je rêve tout grand. Et est-ce que c'était pas quand même une demande en mariage particulièrement foirée? Il a été trop honnête. Trop honnête. L'honnêteté, c'est pas bon des fois. Faut pas dire tout ce qui passe. Tout ce qui passe par la tête, même si c'est important. Je sais pas. Après, c'est comme ça. Il est comme ça. Allez, je m'arrête. Passez un très bon dimanche. À demain pour ceux qui seront là pour la peau de chagrin de Balzac, qu'on continue gentiment. Et à tout bientôt. Salut!